Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sea cubierta de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. La superficie es de 79 hectáreas, o sea, casi 0,8 kilómetros cuadrados. Y hay aproximadamente una densidad de 24.000 personas al kilómetro cuadrado. La mayoría de entre ellos son hombres, los internados. Y hay algunas mujeres en la administración del campo. Ce que je voulais te dire, c'est que quand les Espagnols sont arrivés ici, c'était des jeunes gens, des jeunes hommes qui venaient de faire la guerre. Donc c'était des hommes en pleine santé ou en pleine force. Bon, ils avaient passé quelque temps déjà sur les plages du Roussillon, mais bon, ils étaient quand même relativement en forme. Il y avait quelques blessés, c'est ceux-là qui sont morts, dont on verra les tombes tout à l'heure au cimetière. Mais sinon, les autres étaient des jeunes hommes habitués déjà à la dureté de la guerre. Donc ici, ils se sont quand même acclimatés assez facilement et les conditions sommaires de vie qu'on leur offrait ne les a pas tellement gênés. C'est ensuite quand les Allemands de Bade sont arrivés, qu'eux par contre, ils ont beaucoup souffert parce qu'il s'agissait surtout de femmes, d'enfants, de vieillards, d'infirmes qui ont été pris chez eux, ils sont partis avec seulement une valise. Et ce camp n'était pas très facile pour vivre puisque c'est un endroit qui est marécageux, donc il y a de la boue toute l'année. Y entonces, para protegerse del barro, han hecho como han podido. Y esto es un par de polainas que trajo mi padre, que tenía que guardar. El barro, después las enfermedades y el hambre. Y también las ratas, las malas condiciones. Il est certain que dans ce camp on ne travaillait pas, ce n'était pas un camp de travail ni d'extermination, mais les conditions de vie étaient telles que c'était très difficile pour les gens de survivre. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de conditions sanitaires, la nourriture était très pauvre et très mauvaise, et donc c'était très dur pour les familles, les enfants, les vieillards de s'habituer à vivre ici. Y el agua al principio la abren de las 8 a las 11 y después la tarde de las 2 a las 6, pero falta agua. Bueno. En plus ici c'est un pays où il pleut beaucoup, il fait très chaud l'été, où il fait très froid l'hiver, et donc sans vêtements, les cabanes n'avaient pas de portes, n'avaient pas de fenêtres, c'était très dur pour survivre ici.
El campo no está construido cuando traen a 900 españoles, o sea, un tren completo que llega a Oloron-Sainte-Marie, viene del Roussillon, de Argelès, y después los traen en camiones aquí. Hay 900 y empiezan, no tienen nada que hacer, lo único que tienen es tiempo, no tienen espacio, entonces hacen lo que pueden aquí y cada uno está con su oficio. Entonces esto es una aceitera que van a hacer soldar con cajas de 5 kilos de margarina. Es un modelo que me parece se usa todavía en España, pero de acero inoxidable. Y esto es una, no sé cómo se llama, es para tener calor en los pies. Como una bolsa de agua, caliente. pero es de hierro. De hierro y está hecho con martillazo esto. Está muy bien hecho. Y la junta era una goma de botella de limonade. Mon père s'appelle Virgilio Peña Córdoba. Il est né à côté de Cordoue, en Espagne, dans un village qui s'appelle Espejo. Il est né le 2 janvier 1914. Et il s'est engagé dans l'armée républicaine dès qu'elle a été formée. Il était même milicien avant la formation de l'armée. Il a fait toutes les grandes batailles de la guerre d'Espagne. Pozo Blanco, Teruel, il a fini sur l'Ebro comme tout le monde. Il a été blessé aussi sur l'Ebro pour la deuxième fois. Et il est parti donc après, il a été à Reus, à l'hôpital de Reus, quand la retirade a commencé. Donc il est parti à pied comme les autres ou en camion. Et il a passé la frontière. Il a passé la frontière et il a été interné à Saint-Cyprien et à Argelès. Il n'a pas voulu s'engager dans les bataillons de marche. Son frère s'est engagé. Et son frère Irilio, qui avait fait la guerre avec lui, s'est engagé dans le bataillon de marche. Il a été pris sur la ligne Maginot et interné à Mauthausen. Et il est mort à Gusen en 1942. Voilà, mon père, lui, il est parti ensuite avec les bataillons de marche faire des travaux par-ci par-là. Et quand toute la France a été envahie par l'Allemagne, il a atterri à Bordeaux. Il est entré en résistance à Bordeaux et il a été fait prisonnier à Bordeaux. Et il a été déporté au camp de Buchenwald. Mi padre era músico, nació en Sestao y ha escrito música aquí. Aquí son las partituras, están una parte de las partituras y esta está fechada del 12 de julio del 39 y está puesto muy cantable. Las organizaciones de izquierdas aquí de Olojón, de Moleón, trajeron de qué comer a la gente para ayudarles y también trajeron papel para escribir música y también algún instrumento de música. Oui, mon père est toujours vivant, il habite à Pau, enfin à côté de Pau, à Billère. Il est arrivé à Pau après la libération, donc quand il a été libéré, il a été renvoyé à Bordeaux puisque c'était là où il avait été fait prisonnier. Il était très malade, il avait une pleurésie, l'infirmière pensait qu'il ne passerait pas la nuit, et il est toujours là. Il va avoir 99 ans au mois de janvier. Il était venu à Pau en maison de repos et il a connu ma mère, il s'est marié et il est toujours resté à Pau, voilà. De mi familia estuvieron 3 aquí. Estuvo Gabriel, pero Gabriel se escapó de Burgos, donde lo iban a fusilar en el 44. Se pasó a Francia con mucha suerte y lo encerraron aquí. Y al principio, con mi padre, llegó aquí un primo de mi abuelo materno también, que se llamaba Fermín Andueza Leache, que era de Zemborraín en Navarra y era pocero. Y su familia quiere que vuelva. Entonces empiezan a hacer una serie de trámites en Pamplona, con el juzgado, con el alcalde, con el obispo también. Y aquí hay un documento que preparan para que vuelva, pero él no quiere volver porque lo van a fusilar. Es ha hecho sindical, es un comunista, además es un comunista de rango, se dice, bastante alto. Y ha hecho mucho sindicalismo rural. Esta es la barraca donde estaba
ayudando a los niños del campo, una enfermera suiza que dependía del socorro suizo. Aquí en Gurs desempeñaron un papel muy importante las organizaciones no gubernamentales en ayuda a los internados. Entonces esta enfermera, Elisabeth Gesser, fue mandada por Suiza y tenía un poco de dinero para comprar sobre todo leche. Entonces dio leche a los niños que necesitaban mucho, porque la comida ha sido un problema muy importante y más todavía a lo largo de los años cuando se iba entrando en el periodo de la guerra. Entonces esta barraca, después su organización la repatrió, se dice así, a Suiza. Tuvo que vender todo y la barraca la vendió, y tengo el acto de venta por aquí, y fue vendida por 500 francos de esa época. Hubo nacimientos aquí, y entre ellos trillizos de una familia de un español que creo que se llamaba Rodríguez, y entonces fue una fiesta muy importante de ver tres niños nacer el mismo día aquí está la foto. Y después esa familia salió del campo, se instaló en el valle de Ossau, o sea, Rudy, la Rennes, por ahí, y el padre estaba liado con la resistencia y lo supo la policía, y la policía francesa y los alemanes vinieron a buscarlo, se escapó por una ventana de la casa detrás, se pasó al monte, pero su mujer y los 3 niños los pillaron, los cogieron y nunca se ha sabido más de ellos. Campo muy longevo, el que duró más años aquí, y se inició su construcción en el marzo del año 39, se cerró en diciembre de 1945 y se desmanteló en los primeros meses del año 1946. En el curso de esos años de existencia hubo ingresos de más de 60.000 personas. La inmensa mayoría procedía de los campos de acogida, de internamiento de los refugiados españoles que pasaron la frontera después de la retirada. Fueron deportados aquí precisamente por las dificultades de acoger a esa inmensa cantidad de población en aquellos campos. Es un campo que inicialmente fue de internamiento, que después puede caracterizarse como campo de concentración, aunque no fue un campo ni de trabajo esclavo, ni tampoco un campo de exterminio. Queremos recordar especialmente a los miles de republicanos que dejaron aquí años de su vida, que procedían de todas las naciones de España. Queremos recordar aquí también a los 6.000 brigadistas que estuvieron aquí internados desde el año 39. Por supuesto, queremos recordar aquí a los deportados de origen judío alemán, los deportados de la ciudad de Baden. Nos contaba un amigo que hay del orden de 1.000 personas de origen judío que murieron aquí, a los judíos de origen francés, a los gitanos, aunque fuesen una minoría en este campo, a los homosexuales, aunque no fuesen muy significativos en este campo. Pero queremos recordarlos a todos ellos, y especialmente a los homosexuales, porque hemos compartido con ellos las cárceles del franquismo, en las que con la ley de peligrosidad social o la ley de vagos y maleantes entraban, salían, volvían a entrar en el periodo terminal del franquismo, en el periodo de los años 60 al año 75, en el que se inició el vaciamiento de nuestras cárceles. En el año 2006, el gobierno vasco estableció un homenaje a los represaliados vascos.
España ha rendido homenaje a las víctimas españolas en este campo. De modo que seguimos esperando una auténtica política de justicia, reparación a toda esa gente. Refugiado político español, de acuerdo, marchando de Manresa y andando cada día y ametrallados cada día hasta que lleguemos a Olot para atravesar por Burmadam, y ya estaban los franquistas allí. Tuvimos que pasar atrás para volver a pasar por el Pertús. Y entonces entremos por el Bulú. Mi madre y mi hermano habían estado cogidos por las tropas de Franco. Y yo me encontré allí y mi padre lo mandaron a un campo de concentración de Argelés. Pero después se escapó, ya que habíamos pasado algunos días esperando trenes en el Bulú. Y así pasó la historia. Después mi padre me encontró y nos mandaron en un refugio de españoles que allí estaban organizando para poder ir a trabajar después. ¿Y cuántos años tenías? 10 años, hacía mis 10 años al mes de abril. Lo que tenemos aquí también, que eso yo lo encuentro también muy bien, es que la gente que mayor han testimoniado y han hecho libros. Sí. Y eso pues nos sirve también a nosotros mismos, que tengamos documentos, que estos documentos como no lo han dado, pero no han estado tratados. Y hay muchos documentos, ustedes lo van a ver después cuando lo visiten, que se están poco a poco deteriorando. Y después tenemos también muchos libros, que tenemos una biblioteca. ¿Alguno se interesa por hacer aquí sus trabajos de prácticas? No, aquí no tenemos nadie, pero en el otro museo sí. En el otro museo porque hay mucho más personal. Se utilizó este espacio como museo por una serie de asociaciones coordinadas. Son ellas las que cedieron sus materiales, los hicieron públicos, los pusieron en exposición. Posteriormente, con el envejecimiento de la gente y tal, lo cedieron al ayuntamiento. El ayuntamiento lo ha mantenido con unas mínimas condiciones. Al día de hoy se ve que son insuficientes, ha reducido el personal. Ahora mismo la secretaria es al mismo tiempo guía, etcétera, etcétera. Y claro, no ha habido ninguna inversión en el mantenimiento de los materiales históricos, fotografías, panfletos, mecanografiados y a los propios trajes de los deportados, para que aparezca efectivamente una estructura basada en la iniciativa militante. Sirve para que se mantenga el material y se mejore la didáctica. Hace falta un poco de apoyo público. Mi abuelo se fue de España en 1936, que se fue porque en el tiempo del Franco
Él tenía miedo por su familia, como era republicano, pues no tenía miedo que mataran a su familia y que le mataran a él mismo. Y entonces pues se fue del pueblo de Cañamero, que se encuentra en Extremadura, se fue y se refugió en Francia y atravesó los Pirineos. Y cuando al atravesar los Pirineos estuvo herido y una familia del lado de Andorra le escondió para que no le encontraran, y para curarle le guardaron ahí escondido. Le ayudaron a continuar y ayudar a los españoles que querían irse de España para seguir luchando. Y entonces pues estuvo él más de 50 años, estuvo aquí en Francia y dejó a mi abuela y a mi madre, que era pequeñita, tenía 4 años, y mi tía, que tenía 2 años, la dejaron en el pueblo. Tenía miedo de volver en España porque sabía de sus amigos combatientes, sabía que mataban a toda la familia, porque sabía que mismo después que Franco murió, sabía que había mucha gente que los metía en la cárcel. Y él, pues, siempre con la idea de mi madre y mi abuela y mi tía, un día escribió al ayuntamiento del pueblo para saber si su mujer y sus hijas estaban todavía vivas, porque el que no sabía. Y entonces, pues, el alcalde dio la carta a mi abuela. Y mis padres vinieron aquí a vivir a Francia en los años 1960, cuando hubo también una crisis en España, pero sin saber que mi abuelo estaba vivo, porque por ello estaba muerto. Y entonces, pues mi abuela llamó a mi madre para que mi madre, ella viera con el teléfono si con la seña de mi abuelo podían tener un teléfono. Y mi madre fue lo que hizo. Y llamó aquí los reseñamientos y tuvo el número de teléfono de su padre. Y en aquel mismo día estuvo hablando con su padre. ¿Al cabo de? Al cabo de más de 50 años. Y entonces, pues yo conocí a mi abuelo, yo tenía 11 años. Y mi abuelo pues me estuvo contando mucho de lo que pasó en aquellos tiempos, pero yo en esa edad, pues la verdad que yo no tenía tanto interés que lo tengo ahora. Y mi abuelo la semana siguiente vino, cuando mi madre le dijo que estaba viviendo aquí en Tarbes, pues vino a Tarbes. Y mi abuela vino del pueblo y se reencontraron aquí 50 años más tarde. Muy fuerte, y el destino que no continuó a dejarnos familia, porque entonces mi abuela estuvo aquí viviendo unos años con mi abuelo, 3 años, y tuvieron un accidente de coche y ella se murió. Y él la siguió, 3 meses después se murió él también. Pero todo esto para decir que esa época han traído a nuestra familia mucho sufrimiento. Yo menos, porque yo todo eso no lo he conocido, pero me lo contó mi madre, de todo el sufrimiento que tuvo ella a causa de todo lo que pasó. Que estuvo sola con su madre, y su madre siempre luchando para que sean alguien ellas, sin su padre. Mon histoire est une histoire qui est prise un petit peu à l'envers, puisque je n'avais que quelques papiers de mon père qui m'ont permis de retrouver donc son amical dont il m'avait parlé. C'était qu'il avait été prisonnier, qu'il avait interné à la prison de Montauban, Toulouse, prison Saint-Michel et Tarbes. Il m'avait pas mal parlé de la prison, mais jamais des camps, jamais de rien. Et donc, parler avec les documents, les papiers, j'ai appris donc qu'il était passé par le camp de Sept-Fonds, qu'il est descendu donc à la gare de Borodon, qui maintenant est rachetée par d'association espagnole qui a racheté cette gare qui est en vente. Et c'est par cette gare donc qu'il est arrivé et qu'ils ont fait ce chemin de nuit à travers les champs pour ne pas qu'on les voie. Parce qu'autrement, la population était un peu trop chaleureuse. Maintenant qui me dit qu'il a
qu'il a adhéré, enfin qu'il est rentré donc volontaire espagnol à la volontaire... la résistance. Oui, mais en Espagne. À la guérilla. Voilà la date et puis tout un tas de trucs très détaillés, le nez, enfin, oui. Donc il est arrivé en France, je le sais maintenant, le 9 février par la gare Tour de Garonne. C'est par là qu'il est rentré en France. Il était mutilé. Il a été à Barcelone, il a été amputé d'une jambe par les éclats d'obus. Et donc, voilà, de la JSU. JSU. Ah, la jeunesse socialiste unifiée. Voilà. Oui, 17-18 ans, quand il est arrivé, quand il a pris très peu de choses parce que j'étais jeune. Mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. 2-3 ans, donc je le voyais pour les vacances parler de la prison. De la prison, des tortures en prison, mais pas les camps, tout ça, il n'en parlait pas. Et je pense que c'était parce que j'étais française, de nationalité française, oui. Et que c'était une famille française qui m'élevait, et que donc, étant donné qu'ils étaient séparés, il n'avait pas l'auréole au-dessus de la tête, quoi. Est-ce que ton père est entré dans la résistance ici en France aussi? Tout à fait, oui. C'est pour ça, il faisait partie des guérilleros FFI. Il avait sa carte à l'amicale des guérilleros FFI. Et il était dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté du camp de Cette-Fond. On les a emmenés vers le château de Capoue, qui est au-dessus de Montauban, et où on amenait tous les mutilés. Il a été condamné à 5 ans de travaux forcés pour activité communiste. Et à Saint-Michel, à Toulouse, et de là, ils l'ont amené à Tarbes. Avant la libération, à Tarbes, il y avait quand même un réseau de résistance assez important qui a fait que quand ils ont eu vent d'un train qui allait partir pour l'Allemagne. Et donc, de là, ils l'ont sorti de la prison, ils l'ont amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils cachaient des républicains espagnols, des résistants, des juifs, ils ont caché, et donc il était caché parmi le personnel. Il a rencontré ma mère à la blanchisserie, ils se sont donc rencontrés, connus là, et voilà. Parce que tous les gens que je contactais me renvoyaient à d'autres qui ne connaissaient pas la situation sur le département et autres. Donc il a fallu que j'arrive à une fête à Toulouse et que je donne pour la énième fois le dossier de mon père avec les photocopies de tous ces papiers, oui. Que je le remette donc à Henri Farény. Et à partir de là, il m'a téléphoné pour dire qu'il y avait une réunion à Carcassonne, si je voulais y venir. Donc j'ai été à Carcassonne et cette réunion était... ils avaient... comment dire, ils refaisaient les statuts de l'amicale pour l'ouvrir aux enfants, petits-enfants, mais également à toute personne. En 2007, j'ai pris donc mon adhésion à l'amicale, oui. Et je suis rentrée au conseil d'administration nationale. Le national se trouve ici à Toulouse. À Toulouse. Parce que c'est quand même l'endroit, c'était tout le sud-ouest où il y a le plus d'Espagnols quand même. Et là se crée tout un tas d'amicales. Moi, à partir d'un moment, en 2010,
on a créé l'amicale ici dans les Hautes-Pyrénées. J'ai dit on ne peut pas rester. Donc l'amicale des Hautes-Pyrénées s'est créée en 2010. Il y a l'amicale de Bordeaux, il y a l'amicale des Pyrénées-Atlantiques-Landes. Alors notre travail, il est un travail de mémoire et de recherche, d'être reconnu en tant que combattant. En tant que combattant, alors là, cette année, nous sommes rentrés donc au comité départemental des Hautes-Pyrénées de la Résistance. Continuateur et ami du musée de la Résistance, qui a été fondé à l'époque par des anciens résistants et déportés des Hautes-Pyrénées. Et bon, en tant qu'enseignante, bon, pour moi, ça m'a semblé très important depuis que j'enseigne dans les Hautes-Pyrénées de continuer la mémoire parmi les jeunes. Pas seulement, disons, pour un point de vue historique, mais, dirais-je, pour que les jeunes aussi puissent retirer quelque chose par rapport, comment dirais-je, à leur conduite et à la vie du pays. Voilà. Et bon, je fais aussi partie de l'amicale des guerriers roses depuis sa fondation dans les Hautes-Pyrénées, parce que pour moi, il y a une convergence dans ce combat pour la mémoire. Et c'est pour la première fois qu'il y a eu à Paris, pour la commémoration de la libération de Paris, des républicains espagnols, ou des descendants de républicains espagnols, à la tribune d'honneur. Oui. Paris. Oui, parce que bon, ce qu'on oublie parfois, c'est que les chars de Leclerc qui sont entrés les premiers dans Paris, en fait, il y avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup de guerrilleros dans ces chars, et souvent ils avaient, avec la peinture blanche, mis les noms de villes espagnoles et de lieux de combat. Et bon, malheureusement, parfois il y a eu des films où on avait effacé tout ça, on avait effacé cette partie de la mémoire parce qu'il fallait que ce soit uniquement des Français qui rentrent les premiers dans Paris. Alors, au départ, disons qu'il n'y avait pas de musée, évidemment, mais il y avait un désir de la part d'anciens résistants et déportés de s'adresser aux jeunes, et disons qu'ils faisaient, un groupe d'anciens parcourait les établissements scolaires à la demande évidemment des enseignants pour faire part de leur expérience passée et répondre aux questions des élèves sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. Et entre autres, ils incitaient aussi les élèves à s'intéresser au concours de la résistance, où chaque année il y avait des thèmes différents, et ils aidaient donc par leurs interventions les jeunes à préparer ce concours. L'âge venant, il aurait été plus difficile de se déplacer, et donc a germé l'idée de ce musée. Ont été réunis un certain nombre de documents que l'on voit à l'heure actuelle dans le musée. Et ils ont réussi à faire ce musée aussi avec l'aide parfois d'enseignants, de façon à perpétuer la mémoire et le souvenir, et afin que les jeunes, cette fois-ci, se déplacent, ce qui fait qu'un certain nombre de classes, avec leurs enseignants, se déplaçaient, faisaient la visite du musée. Et petit à petit, il y a eu aussi des films qui pouvaient être passés à la demande des enseignants ou des jeunes, et partie d'initiatives personnelles dans les années 80. Entre autres, on garde en mémoire
le nom du docteur Soladier qui est le fondateur, mais il y a bien d'autres noms, bien sûr, qui ont participé. Donc a été demandé une salle à la municipalité de Tarbes à l'époque, et ainsi, en 1988, a été fondé le musée officiellement. Ont été déposés des statuts de l'association qui s'occupe avec la mairie de la gestion du musée. Quand les anciens déportés sont revenus, ils ont commencé, après 10 ans peut-être, ils sont allés faire des témoignages avec des expos dans les écoles. Et puis il est arrivé un temps où ils ont été fatigués. Alors nous avons demandé à la mairie de Tarbes, et alors ils nous ont donné cette salle. Voilà, tout ça. Voilà. Et alors c'est là que tous les déportés ont travaillé. Chacun avec ce qu'il avait, avec sa tenue, a donné sa tenue, a fait des témoignages. Et tout ça, c'est les anciens déportés avec ceux de Ravat, Huesca aussi, et puis les résistants après. Mais ça a été vraiment mis en place par les déportés. Parce qu'au début, ils avaient mis de la résistance et de la déportation, et nous, on n'a pas voulu ça, on a voulu que ce soit la déportation et la résistance, parce que ceux qui sont les ouvriers de ceci, c'est les déportés. Sur l'appel du général de Gaulle, mais tout ça, il y a même la photo du chef de la Gestapo de Tarbes. Que vous avez connu. Que j'ai connu. Que vous avez connu. Vous pouvez nous en parler, comment votre petite fille raconte que vous l'avez connu, ce chef de la Gestapo? Dites-nous comment elle raconte ça, votre petite fille. Ma petite fille est venue visiter le musée avec l'école. Et il y avait M. Aznar. Vous l'avez connu, vous, M. Aznar. Alors ma petite fille qui dit « Ah, mais ma grand-mère, elle le connaît, ce monsieur. » Alors, M. Aznar lui dit « Eh bien, elle avait de drôles de fréquentation de ta grand-mère. » Parce que mon père, il est venu ici, réfugié politique, antifasciste allemand, en 1935. Après, ça a été vous autres. Notre maman, il est venu là. Et alors, c'est comme ça que c'est parti. J'ai appelé René, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors elle m'a dit oui. Alors depuis, on a commencé à faire pas mal. 3 fois par an, on allait à la CED. Et puis après, on a fait à l'école ici et tout ça. Voilà.